Voilà, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette matinée, l'IREMO, pour leur invitation à parler devant vous d'un sujet qui est un petit peu particulier, particulier pour vous et particulier pour nous aussi. C'est la question des Celtes et des Gaulois. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est comment ils ont été vus, en fait, par les Méditerranéens, en premier lieu les Grecs et les Romains, et comment, en fait, c'est une vision culturelle qui dit des choses sur les Gaulois, mais qui dit des choses aussi sur eux, sur les Méditerranéens. Et puis, dans une deuxième partie, on essaiera, parce que c'est ça ma spécialité, j'allais dire, c'est au travers des données de l'archéologie et des données de l'anthropologie, c'est essayer de décoder un petit peu ces sources historiques et ces mentions de l'Antiquité qui font référence à une réalité que, évidemment, les Méditerranéens n'ont vue qu'en partie. Voilà, donc c'est pourquoi le titre de mon intervention d'aujourd'hui s'appelle « Les Gaulois vus d'ailleurs », les Gaulois vus du côté des Grecs et des Romains. Alors, je vais essayer d'avancer un peu. Voilà. Alors, la première question qui se pose, c'est que lorsqu'on parle des Gaulois ou des Celtes, on parle de quoi? Et là, la réponse, elle n'est pas très évidente. Parce qu'en fait, les premières mentions de l'existence de peuples celtiques, ça remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un géographe grec qui s'appelle Hécatide Millet et qui dit qu'en fait, le territoire qui est situé autour de Marseille, où les Phocéens sont établis vers 600 avant Jésus-Christ, il dit ce territoire, derrière Marseille, est peuplé de gens qui, dans leur langue, s'appellent Keltoi. Celtes. Et et sur la côte, il y a des populations indigènes qui s'appellent les Ligures. Donc la Keltiké, c'est le pays des Celtes, un pays dont on ne connaît pas exactement les limites, mais qui se trouve donc au nord de Marseille. Et puis, dans la géographie d'Hérodote, on a une définition qui est beaucoup plus large. Pour Hérodote, le monde des Celtes, ça commence au détroit de Gibraltar, et puis ça s'étend jusque vers les sources du Danube, à proximité d'une ville qui, dit-il, s'appelle Pyrénées. Donc ce qui a suscité beaucoup de questions. Est-ce qu'il confond avec les montagnes des Pyrénées? Est-ce que c'est une grande ville qu'il faut chercher du côté des sources du Danube? Ça a posé beaucoup de questions. Et puis surtout, en fait, c'est l'historien et géographe grec Éphore. Vous avez ici un petit schéma qui a résumé ça. En fait, en expliquant que, et ça c'est un schéma qui est très culturel, c'est voilà, au centre, il y a nous les Grecs, mais on pourrait dire aussi nous les Européens, nous les Français, et puis il y a une périphérie qui est occupée par des peuples barbares, qui sont des gens dont on ne comprend pas très bien la langue, dont on ne connaît pas et dont on ne partage pas les habitudes culturelles. Et puis en gros, au nord-est, il y a les Scythes, au sud-est, il y a les Indiens, au sud-ouest, il y a les Éthiopiens, on dirait aujourd'hui les Noirs, et puis au nord-ouest, il y a les Celtes. Cette géographie-là, on peut tout à fait la transposer dans le contemporain. On pourrait dire, nous aussi, qu'au nord-est, il y a les Russes, au sud-est, les Indiens, au sud-ouest, les Africains, et au nord-ouest, les Américains, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui habitent le continent des Amériques, les deux continents, sont des Américains au même titre. Et donc, c'est la même chose pour les Celtes. Les Celtes, c'est une périphérie. Et donc, c'est très difficile, beaucoup d'archéologues et d'historiens ont essayé, c'est très difficile de chercher d'en tirer un pays, en fait, avec des limites claires. C'est une représentation, en fait, qui dit que dans les pays qui sont situés au nord des côtes de la Méditerranée, il y a des barbares. Et ces barbares-là sont, en gros, les Celtes. Alors, ça reflète beaucoup, évidemment, les fluctuations des contacts qu'ont pu avoir les Grecs avec les populations celtiques. En fait, il y a eu une première phase de contact des Grecs avec les populations celtiques du nord des côtes de la Méditerranée dans les années, en gros, 530-480. On va y revenir. C'est une période qui est documentée par l'archéologie, mais qui ne l'est pas du tout par les sources historiques. C'est une période d'intense activité économique, de trafic, qui repose en particulier sur le vin, entre d'abord les Étrusques et puis ensuite les Grecs, qui importent cette boisson que ne possèdent pas les Celtes. Et quand j'utilise le mot celte, vous voyez, c'est avec des grosses guillemets pour définir des populations d'une manière assez globale. Et donc, il y a eu cette première phase-là.
Et puis il y a une deuxième phase qui est au cours du 4e et du 3e siècle avant Jésus-Christ, où il y a des mouvements des mouvements de population qui sont soutenus en particulier par des mercenaires. Et ces mercenaires celtiques vont amener la guerre dans les pays hellénistiques. Et là, à ce moment-là, les Grecs ne vont plus parler de Celtes, ils vont parler de Galates. Et puis, en fait, c'est seulement à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, à partir du moment où les Romains vont conquérir la partie qui s'appelle encore aujourd'hui la province, c'est la Provincia, c'est l'ancienne province romaine, les Romains vont être directement au contact des populations barbares celtiques. Et là, eux, ils vont les appeler Gaulois, Galli. Qui est un mot sur lequel on a du mal à comprendre son origine. On a souligné des parenthèses entre Galate, Galatoi, Galatos et Galli, Gallus, qui partagent peut-être la même racine. Mais donc vous voyez qu'il y a au moins 3 termes, Celtes, Galates, Gaulois, pour désigner assez vaguement des populations qui sont situées en gros en Europe occidentale. Alors, à partir du moment où les Romains commencent à s'installer dans le midi de la France, ils ont une vision beaucoup plus précise en fait de ces populations. Et là encore, c'est des phénomènes qu'on retrouve dans les phénomènes de colonisation. Songez par exemple ce qui s'est passé en Afrique ou en Amérique du Nord. On commence par dire en général les Indiens, d'ailleurs d'une manière complètement impropre, et puis ensuite on commence à voir des populations ou des groupes de populations différentes auxquels on donne des noms qui souvent ne sont pas les noms que ces populations portent eux-mêmes. Vous connaissez ce fameux exemple des Esquimaux, qui en fait est une insulte des Indiens Cris pour définir les populations amérindiennes arctiques. Il y a des choses comme ça qui se passent à ce moment-là. Et donc, en fait, c'est à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ qu'on commence à voir que la Gaule serait divisée en 3 grands ensembles. Donc, un ensemble qui serait au sud-ouest, c'est les Aquitains, avec des traits culturels qui seraient plutôt hispaniques, en fait. Un ensemble qu'on appelle la celtique, donc le mot celtique revient, qui définit les populations plutôt de la Gaule centrale, en fait, dont au premier chef les Arvernes, qui occupent l'actuel Massif central. Et puis au nord, enfin le nord, ça commence très tôt, ça commence par ici, c'est à partir de la Marne et de la Seine, des populations qu'on appelle belges. Et donc ça, cette tripartition, elle est observée, on aura l'occasion de revenir sur cet auteur, par un auteur grec qui s'appelle Poséidonios d'Apamée, et qui fait c'est un des rares ethnographes à se rendre en Gaule lui-même. Il est en Gaule dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, et c'est lui qui va commencer à produire une sorte d'enquête ethnographique sur les Celtes qui soit autre chose que des comptes rendus de voyageurs ou la répercussion de traditions orales. Et c'est donc Poséidonios qui dit que ces populations sont divisées en 3. Alors, il va être en fait la base sur laquelle tous les auteurs postérieurs vont se reposer pour parler et définir les Celtes ou les Gaulois, dont en premier lieu César, on aura l'occasion d'y revenir, qui utilise largement la description de Poséidonios pour la petite partie de la guerre des Gaules qu'on appelle l'excursus ethnographique. C'est le petit chapitre où il parle des Gaulois. Alors, il faut peut-être ouvrir une petite parenthèse à propos de ces histoires de copies et de reprise des données. Pour utiliser une image un petit peu commode, on peut dire que la connaissance dans l'Antiquité, c'est quelque chose qui n'est pas très loin finalement d'Internet ou de Wikipédia. C'est-à-dire que pour la connaissance de ces peuples très périphériques, où on n'est pas allé directement, qu'on ne connaît pas, il faut sans arrêt remettre à jour les connaissances. Donc il y a toujours un travail de réévaluation des données anciennes, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous semble étonnant, mais il n'arrête pas de reprendre les indications des auteurs précédents pour les augmenter ou parfois pour les corriger, pour dire un tel a dit ça, mais en fait, ça n'est pas ça, on sait que. Ou un tel a dit ça, mais on sait d'autre part que, etc. Donc c'est une sorte d'encyclopédie éternellement, perpétuellement remise à jour. Alors les 2 seuls ethnographes qui vont se rendre en Gaule, enfin ethnographes si on peut les appeler ainsi, c'est donc Poséidonios d'Apamée, et ensuite ça sera César, qui va être directement en phase avec les populations gauloises. Alors, donc, en fait,
qu'est-ce que sont les Gaulois pour les Romains? Là, on est plutôt dans le schéma romain. On a un schéma qui est proche de la perception des Grecs, qui repose largement sur la leur, et qui est aussi une idée que, en fait, du centre à la périphérie, plus on s'éloigne, et plus on s'enfonce d'abord dans la barbarie et ensuite dans la sauvagerie. Et donc la géographie, elle peut se définir, donc je l'ai définie avec des cercles un petit peu concentriques. La géographie culturelle, elle peut se définir de cette manière-là. Il y a donc les Romains, et donc les Romains, c'est déjà un agrégat de population italique, hein, comme vous le savez. Et puis il y a ce qu'ils appellent la Gaule cisalpine, donc c'est le nord de l'Italie, occupé par des populations gauloises qui ont été romanisées, hein, la Gaule de ce côté-ci des Alpes. Ce qu'on appelle aussi la Gaule en tauge, la Gallia Togata. Il y a par opposition la Gaule en bray, Gallia Bracata, c'est-à-dire la Gaule qui ne porte pas de toge mais des brays, des pantalons, et qui en fait correspond plutôt à la partie romanisée de la province, la Provence. Et puis il y a ce qu'on appelle la Gaule chevelue, Gallia Comata, qui est plutôt la Gaule restée indépendante. Alors quand on met tout ça sur une carte, en fait, et qu'on compile les différentes données des ethnographes ou des historiens romains, il y a cette idée que, en fait, plus on s'éloigne du centre de la périphérie où tout est équilibre, où le climat est équilibré, où il fait bon, où il pousse des choses indispensables à la vie, comme les oliviers, comme la vigne, comme le blé. Plus on s'éloigne de ça, et moins, par exemple, quand les oliviers ne peuvent plus pousser, on entre dans des territoires déjà qui ne sont plus tout à fait propices à la civilisation. Et plus on s'éloigne, plus on rencontre des mœurs barbares, choquantes pour les Gréco-Romains. Et même quand on atteint la périphérie, on va en parler, on atteint des endroits où règne l'inhumanité absolue. Et donc, si vous voulez, il y a aussi cette espèce de carte du monde qui est aussi une carte de la culture. Alors, aux yeux des Romains, en fait, vous voyez que, en gros, tous les Gaulois se valent. C'est simplement des différences de degrés selon leur degré de civilisation ou de romanisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on essaye de résumer le portrait qu'en font les Romains, ils les trouvent plutôt opposés à eux. C'est-à-dire que physiquement, les Romains ils vivent sous le soleil, donc ils ont le teint plutôt hâlé, et ils trouvent les Gaulois plutôt blancs de peau. C'est méditerranéen, ils ont plutôt les yeux foncés, la chevelure brune. Ils trouvent que les Gaulois sont plutôt blonds ou roux. Et puis surtout, ils trouvent que le Gaulois, c'est un barbare et c'est quelqu'un qui identifie tous les critères qui ne sont pas celui d'un homme civilisé. Par exemple, surtout ce qui les frappe, mais ça c'est un préjugé raciste que vous trouvez dans toutes les sociétés, ils trouvent que le Gaulois est un fainéant qui ne travaille pas, c'est un profiteur. Alors par exemple, Diodore de Sicile dit « Ils ont de toute antiquité la passion du brigandage, envahissant les terres d'autrui et méprisant tout le monde. » Cicéron, de la République. Les Gaulois trouvent honteux de se procurer du blé par le travail. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent aller, les armes à la main, couper la moisson sur les champs d'autrui. Donc le Gaulois est non seulement un fainéant, mais c'est aussi un voleur. Et quant à Tite-Live, il dit que en fait, les invasions gauloises sur lesquelles on reviendra, elles se sont propagées en Italie parce qu'en fait, ils étaient attirés par, ouvrez les guillemets, la saveur des produits du sol et en particulier le goût du vin qu'ils venaient de découvrir. Donc c'est parce qu'en Italie, il y a des choses très bonnes à manger, des choses que les Gaulois n'ont pas, et c'est la raison pour laquelle, en fait, puisqu'ils ne possèdent pas ça, ils sont venus envahir l'Italie. Denis d'Halicarnasse, c'est intéressant. Au lieu de vin, ils avaient une liqueur faite avec de l'eau, où l'on a fait pourrir de l'orge et qui a une odeur désagréable. Au lieu d'huile, de la vieille graisse de porc, aussi révoltante pour l'odorat que pour le goût. Donc, c'est aussi une différence. Là c'est intéressant. Il n'y a pas de vin. Ils boivent quelque chose qui est macéré dans de l'orge et qui ne sent pas bon. Ils n'utilisent pas d'huile. Ils utilisent de la graisse et de la graisse qui pue, en fait. Alors, c'est tout à fait intéressant quand Polybe, parce que c'est un général grec, historien, il décrit l'origine des Gaulois de Cisalpine, donc l'implantation des premières populations gauloises dans le nord de l'Italie. Et ce qu'il en dit est tout à fait intéressant. Il faut que j'avance d'un cran. Il dit, je vous lis la citation en entier parce que c'est intéressant. Ces peuplades étaient dispersés. Il faudrait plutôt dire campés,
dans des villages dépourvus de fortifications et ignoraient toute autre forme d'organisation ou de construction. Ne connaissant d'autre lit que la paille, ne mangeant que de la viande, elles menaient la vie la plus rustique. Étrangères à tout ce qui n'était pas guerre ou travail de la terre, elles n'avaient ni science ni art quelconque. Leur richesse consistait en l'or et en troupeaux. C'étaient en effet les seules choses qu'elles pouvaient emporter en toutes circonstances avec elles et déplacer à leur gré. Enfin, elles attachaient beaucoup d'importance à ce que l'on peut appeler des clientèles, parce que chez elles, le personnage le plus puissant, le plus redoutable, était celui qui réunissait autour de lui le plus d'hommes prêts à lui rendre hommage et à suivre ses volontés. Alors ça, c'est intéressant, parce que si vous faites un petit tableau, ça dit finalement relativement peu de choses originales, j'allais dire, enfin, qui soient propres à la culture gauloise. C'est plutôt le tableau de tout ce qui n'est pas nous. C'est pourquoi j'ai intitulé cette petite image « Eux et nous ». Alors, si on reprend la description de Polybe, nous, on est sédentaires, on vit dans des cités. Eux, ils sont à moitié nomades. On a des villes. Eux, ils ont juste des cabanes. Ils campent, dit Polybe. On a des remparts. Ils n'ont pas d'architecture. On vit dans des maisons. Ils dorment sur la paille. Dormir sur la paille, c'est dormir comme les bêtes à l'étable. Nous, on a une nourriture équilibrée. On mange des fruits et des légumes. On a du vin. On a de l'huile. Et eux, ils ne mangent que de la viande. On a des sciences, on a ce qu'on appelle des arts. Eux, ils n'ont rien d'équivalent. On a une économie qui est basée sur la monnaie, et eux, ils n'ont que de l'or et des troupeaux, seule chose qu'ils peuvent emporter avec eux. Ils n'ont pas de notion de capital, pas d'économie. Et enfin, on vit dans une société régie par le droit, avec un D majuscule, et eux, vous voyez, ils ne respectent que la loi du plus fort, celui qui est capable d'attirer autour de lui les clientèles les plus importantes. Donc c'est le tableau, en fait, c'est le tableau de l'inversion de la civilisation que nous donne Polybe. C'est le tableau, et là c'est tout à fait intéressant quand vous comparez avec les mentions des premiers ethnologues ou ethnographes qui se rendent en Amérique du Nord, par exemple, et qui voient les sociétés amérindiennes, ils décrivent d'abord ce qui les choque dans les pratiques locales. Donc en fait, c'est un portrait plus en négatif sur les valeurs dans lesquelles se reconnaissent les Grecs et les Romains. Alors, pourquoi il y a cette vision aussi négative des Gaulois, plus négative d'ailleurs, beaucoup plus négative chez les Romains que chez les Grecs, parce que les Gaulois leur ont flanqué une frousse terrible, Metus Gallicus, la terreur gauloise. En 390 avant Jésus-Christ, il y a eu des mouvements, des mouvements de peuples d'origine gauloise. Et puis surtout, il y a eu un épisode absolument calamiteux sur la rivière Allia. Ça s'est passé aux alentours du 18 juillet 286 avant Jésus-Christ, on n'est pas très sûr, 286, 290, il y a une variation dans les dates, mais ce qu'il faut retenir de cet événement, c'est qu'en fait les Romains ont été battus absolument à plate couture par les armées gauloises. Ils ont eu tellement peur qu'il y a eu un mouvement de panique, ils se sont sauvés, ils ont voulu traverser la rivière et ils étaient tellement encombrés par leurs cuirasses, leurs jambières et leurs armures qu'ils se sont noyés en masse dans la rivière. C'est une humiliation totale. Et puis ensuite, comme vous le savez, les Gaulois sont emparés de Rome. L'épisode que cherchent à cacher les historiens romains, c'est que tout le monde s'est enfui de Rome, sauf ceux qui ne pouvaient pas partir. Et on a laissé les vieux, les patriciens dans les maisons, tandis que piteusement, les jeunes et les vestales grimpaient sur le Capitole pour aller se cacher. Hein, le fameux épisode des oies du Capitole transformé en quelque chose d'héroïque où soudain les Gaulois balourds réveillent les oies du Capitole et les Romains se ressaisissent et les rejettent en bas de la colline. En fait, c'est pas, ça transforme un épisode calamiteux en un épisode glorieux. Et puis il y a aussi cette fameuse histoire du tribut que devaient régler les Romains. Les Gaulois, en fait, ne cherchent pas à prendre Rome, ils cherchent à prendre de l'or. Et on reviendra sur cette raison du rapport de l'or et des Gaulois. Et en fait, les Romains ont dû racheter à prix d'or la libération de leur ville. Et ça a été raconté par Plutarque. Ils devaient remettre 1000 livres d'or, en échange de quoi les Romains évacuaient Rome et sa région. Et d'après Plutarque, là encore, c'est intéressant de lire le texte dans sa traduction française, le texte originel. Les Celtes usèrent de déloyauté dans le pesage, d'abord en cachette, puis ouvertement, en retirant des poids et en embrouillant les pesées.
hein. Il trichait déjà sur le poids. Il voulait 1000 livres d'or, mais il voulait plus, en fait. Alors les Romains s'en indignent, évidemment, c'est contraire aux lois élémentaires de la guerre. Il y a eu un accord, voilà, on a dit 1000 livres. 1000 livres, c'est 1000 livres, c'est pas plus. Et c'est alors que Brennos, le commandant en chef des armées gauloises, détache son épée et son baudrier et le place dans la balance. Et il les pose sur les poids. Et Sulpicius, le négociateur romain, lui demande « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et le Gaulois lui répond, en français, « Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis, sinon malheur aux vaincus, vei victis ?» Et ça va rentrer dans le langage courant, ça l'est encore aujourd'hui en français. « Vei victis », malheur aux vaincus. Tant pis pour vous, ne vous plaignez pas, vous l'avez bien mérité. Et en fait, cet épisode-là, il va être dans la mémoire collective romaine. Jusqu'à la fin de l'Empire romain, il y aura ce qu'on appelle le Dies Alliae, le jour de l'Alia, le 18 juillet. Tous les ans, il faut se rappeler cet épisode où les Gaulois sont venus à Rome. Pour prendre un exemple tout à fait déplacé, c'est l'équivalent pour les Américains du 11 septembre. Souvenons-nous toujours de ça. On a été attaqué sur notre propre sol alors qu'on se pensait à l'abri de toutes les invasions. Ils s'en sont pris à notre capitale même. N'oublions jamais et souvenons-nous tous les ans qu'en fait, ils ont l'air calmes comme ça, mais ils peuvent à tout moment se réveiller. Alors, c'est pourquoi le Gaulois, en fait, il est craint et il est détesté parce que ce sont des gens brutaux et asociaux. Tite-Live, il évoque à plusieurs reprises la terreur que provoque l'arrivée des Gaulois. Il dit qu'ils sèment partout l'effroi sur leur passage. Les Romains sont effrayés par l'étrangeté de leur type physique et de leurs armes. Physiquement, ils sont aussi effrayants. Ils poussent des chants sauvages, des cris discordants qui produisent un effroyable vacarme. Et surtout, les Romains sont absolument révoltés par leur orgueil insupportable et leur grossièreté. Parce que le Gaulois inspire la peur, c'est quelqu'un qui terrorise les honnêtes gens, mais au fond de lui, c'est un être faible, c'est un être fuyant. Tite-Live dit encore, les Gaulois sont impulsifs et colériques, mais au physique comme au moral, ils dépensent toute leur énergie d'un coup et se découragent très vite. En fait, il calcule rien, le Gaulois. C'est un tyran infantile. Hein. Dion Cassius, dans l'histoire romaine, toute la race galatique, on retrouve ce mot des Galates, est téméraire, craintive, infidèle par caractère. Comme elle est prompte à s'enhardir quand elle espère, elle est plus prompte encore quand elle craint à se laisser abattre. Donc, c'est des gens qui, en fait, n'ont aucune espèce de valeur morale. Mais surtout, on y vient, parce qu'on n'en avait pas parlé, c'est à propos du sexe et des mœurs sexuelles que les Gaulois et les Celtes sont les plus répugnants. Nous, dans les clichés racistes, c'est ça qui revient aussi en premier. Fainéants, voleurs, profiteurs, assassins, mais aussi sexuellement déviants. Strabon, il est bien connu que les Celtes n'estiment pas infamant que les jeunes gens prodiguent leur charme dès leur adolescence. Une forme de prostitution d'une certaine façon. Diodore, bien que leurs femmes soient belles et bien faites, ils ne s'y intéressent guère. En revanche, ils ont une passion enragée, monstrueuse, pour les plaisirs que donnent les mâles. Ainsi, d'habitude, dormant à terre sur des peaux de bêtes, Polybe avait dit dans de la paille, hein, ils s'y vautrent entre deux compagnons de lit. Mais ce qui est le plus incroyable encore chez eux, c'est le peu de soucis que chacun a de sa dignité personnelle, car ils livrent facilement à d'autres corps et en sa belle saison, ne voyant à cela rien de honteux. Et tout au contraire, si on ne veut pas recevoir les caresses qu'ils offrent, voyant dans cela un refus et un déshonneur. Donc, sexuellement, il y a quelque chose qui est tout à fait... et c'est immoral, en fait. Les Gaulois sont ignobles et scandaleux. Alors, donc tout ça, ça produit effectivement un traumatisme ineffaçable. Et ce qui est tout à fait intéressant de constater, c'est quand on regarde tous ces historiens qui ont relaté ces faits anciens, qui les ont rappelés à chaque génération, eh bien on se rend compte que ces clichés, parce qu'il faut bien appeler ça par son nom, ces clichés, ils sont véhiculés et reproduits bien après que la Gaule a été conquise et bien après qu'elle a été colonisée et romanisée. Par exemple, on a beaucoup parlé de Tite-Live, c'est le grand historien romain.
C'est quelqu'un qui est contemporain du règne d'Auguste, donc il parle d'événements qui ont à peu près 400 ans quand il parle de ça. Diodore de Sicile, qui dénonce les mœurs dépravées des Gaulois, aussi, c'est quelqu'un il rapporte des indications qui ont été collectées bien après qui sont contemporaines bien après la conquête romaine. Strabon, en fait, il est de l'époque de Tibère. Donc, à l'époque de Tibère, la Gaule, elle a été conquise. Et même la Gaule chevelue, elle est en voie de romanisation. Plutarque, qui nous donne une version dramatique. Hein, il a des talents d'écrivain et de romancier, Plutarque, des invasions gauloises en Italie. C'est un protégé de l'empereur Trajan. Donc là, on est au IIe siècle après notre ère, etc. etc. Dion Cassius, aussi. Dion Cassius, c'est quelqu'un qui écrit sous le règne de Sévère Alexandre. Donc là, on est au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc les anciens territoires gaulois, ça fait bien longtemps qu'ils sont de fait romains. Ils sont dans l'Empire romain. Donc ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, pour prendre une comparaison encore une fois complètement déplacée, ça rappelle beaucoup ce qu'on dit des Indiens d'Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'on les enferme dans un passé qui est un passé idéal. Ils étaient ainsi. Et en les enfermant dans ce passé, en rappelant ce passé qui a plusieurs siècles, au moment où il est rappelé, en fait, on insiste sur le caractère intemporel de leur qualité. Il faudrait plutôt parler ici de leurs défauts, de leurs traits culturels. Donc là encore, c'est tout à fait intéressant parce que, en réalité, ça fixe l'image du barbare dans une espèce d'atemporalité. Parce qu'en fait, même après que les Gaulois aient été soumis, ils continuent encore à faire peur. Ils continuent encore à inquiéter en souvenir ou en remémoration de ces événements tragiques de la prise de Rome. Diodore, par exemple, il dit à propos d'eux, ces hommes sont d'un aspect effrayant. Leur voix a un son grave et des intonations tout à fait rudes. Ça, c'est l'approche du langage. Hein. Ils ont le ton menaçant, hautain, tragique. Et quand ils sont ensemble, leurs voix sont terribles. S'ils sont calmes ou en colère, on ne fait pas la différence quand ils parlent. Leur voix ils font peur, leur voix est menaçante. Strabon, aujourd'hui encore, donc là on est au début du 1er siècle de notre ère, ils continuent à dormir à même le sol et à manger assis sur des litières de paille. Leur nourriture est essentiellement à base de lait et de viande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les produits élémentaires de l'agriculture. Et César, lui qui d'habitude est tellement précis, hein, il relate jour après jour ce qui s'est passé, quand il parle des mœurs gauloises, lui aussi c'est dans un cadre intemporel. Quand il évoque par exemple les sacrifices humains, il nous annonce ça comme une généralité qui est pratiquée de tout temps. Et il dit « Ils remplissent d'hommes vivants des mannequins d'osier d'une taille énorme auxquels ils mettent le feu ». Alors tout ça c'est intéressant parce que, comme on l'a souligné, ça révèle ce qu'il faut bien appeler un racisme. C'est un racisme anti-barbare, un racisme anti-gaulois. Et c'est tout à fait intéressant de voir que, en fait, ces traits qui sont stigmatisés comme des déviances, qui menacent l'ordre de la civilisation, sont rappelés quand les Gaulois sont dominés. Et là encore, vous retrouvez un schéma classique. Le racisme est un discours de domination. En fait. Et vous avez un exemple de ça qui est absolument, je trouve, absolument fantastique. C'est la plaidoirie ignoble, il faut bien le dire, de Cicéron, qui doit défendre un gouverneur de Transalpine complètement véreux. Il s'appelle Marcus Fonteius. Et en fait, il détourne de l'argent, Fonteius. Il exploite la province pour son propre intérêt. Et il y a une délégation de nobles à l'Obroge, donc des nobles gaulois, qui font le déplacement jusqu'à Rome et pour demander justice. Ils demandent justice à la justice romaine. Ils demandent que Fonteius soit jugé par les Romains selon le droit romain. Et en fait, Cicéron, qui est l'avocat de Marcus Fonteius, il dévie l'attention du tribunal sur les Gaulois en disant qu'en fait, il les accuse de pratiquer encore des sacrifices humains. Et il conclut sa démonstration par cette diatribe. « Doutez-vous, juge, que ces peuples ne portent et n'entretiennent en eux une haine profonde du non humain? Estimez-vous que ces barbares, avec leurs saillons, leurs brais, et ainsi l'attitude humble et soumise qu'ont tous ceux qui, victimes d'une injustice, viennent implorer le secours des juges en suppliant et avec humilité? En aucune façon,
Voyez-les se répandre, gais et arrogants dans tout le forum, la menace à la bouche, cherchant à nous effrayer par les sonorités horribles de leur langue barbare. Donc, Marcus Fonteius a été acquitté, évidemment. Hein. Alors, ça, c'est tout à fait intéressant parce que lorsqu'en 48 de notre ère, presque un siècle après la soumission complète des Gaulois, l'empereur Claude propose, comme vous le savez, d'en faire entrer, on l'a appelé l'empereur gaulois, notamment à cause de ça, il propose de faire entrer certains Gaulois au Sénat. Et en fait, il soulève un véritable tollé. Comme le rappelle Tacite, il dit « On accuse ces parvenus de vouloir tout envahir, eux dont les grands-parents et les arrière-grands-parents avaient massacré nos légions et assiégé le grand César dans Alésia. Cela s'était passé récemment, mais fallait-il rappeler à l'empereur le Capitole et la citadelle presque renversée par les mains de ces mêmes Gaulois. » Donc vous voyez, on revient encore, on est en 48 après Jésus-Christ, on revient encore à cet événement de l'été des environs 290 avant Jésus-Christ. Et en fait, on inverse les choses. Maintenant, c'est les Gaulois qui assiègent le grand César dans Alésia. C'est le monde à l'envers. Hein. Le massacre des légions, c'est pas exactement ça. C'est plutôt le contraire s'il est question de massacre. Donc vous voyez, il y a un rapport d'inversion des propos sur les Gaulois. Faut que Voilà, je suis allé trop loin. Voilà, le pays désolé des Celtes. Alors, ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est que quand on a parlé des gens, maintenant, si on parle du pays, le pays, évidemment, est à l'image des gens. Pour les Grecs et les Romains, c'est un pays de confins, et c'est surtout un pays qui les frappe parce que tout y est non seulement plus grand, mais aussi disproportionné. Les Gaulois vivent dans un état qui est encore peu éloigné de la nature et où les forces de la nature sont gigantesques. Elles sont disproportionnées par rapport à ce qui se passe en Italie. Donc ils sont d'abord frappés par la froideur du climat, la neige, la glace, et puis par l'importance des écarts climatiques. Diodore de Sicile, il dit « Le pays des Celtes étant situé en majeure partie sous les ours, donc les étoiles polaires, l'hiver y est long et froid, extrêmement rigoureux. Lorsqu'il ne neige pas, le pays se couvre de glace, à tel point que les rivières gèlent entièrement. » Ça, c'est bien connu, hein, tous les hivers, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Alors non seulement les voyageurs ordinaires, cheminant par petites troupes, les traversent sur la glace, mais même des myriades de soldats avec leurs bagages et leurs fourgons chargés y passent sans accident. Il fait tellement froid que les rivières prennent, elles gèlent et ça devient des routes. Diodore. Il dit il y a un froid rigoureux et persistant qui explique pourquoi les Gaulois ne connaissent pas les bienfaits de l'agriculture. Il écrit « L'excès du froid accède tellement à la constitution de l'air que le pays ne produit ni vin ni huile. » Donc c'est un pays désertique en fait. Et Diodore, il y a des vents tellement forts qu'ils soufflent avec une telle force qu'ils arrachent de la terre des pierres qui sont grosses à remplir la main. Et qu'il y a tellement de vent que les cavaliers sont jetés à bas de leurs chevaux et même dépourvus leurs vêtements sont arrachés par le vent. Diodore encore, il dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire de ce pays, qui est si peu propice à la vie. Et sur les côtes de la Ligurie, donc c'est la Provence et c'est le Languedoc actuel, les indigènes s'échinent sur un sol âpre et tout à fait misérable. Et il écrit « C'est grâce à leurs travaux et au mal excessif qu'ils se donnent que ce sol produit par force quelques fruits. » Et encore au IIe siècle de notre ère, Appien écrit « Le pays qu'ils habitent, donc les Celtes, à part les céréales, ne produit rien, n'est propre à rien. » C'est un désert. Donc, c'est un désert. On ne peut pas y faire d'agriculture. Ça explique pourquoi les gens sont sauvages et barbares. Mais en même temps, c'est un pays d'une extraordinaire richesse. Il y a des richesses minérales incroyables. Il y a en particulier de l'or. On ramasse l'or dans les fleuves. Diodore dit « Les fleuves, en creusant leur cours, se heurtent aux contreforts des montagnes voisines et en arrachent de grandes masses d'or qui les remplissent qui remplissent la main. » Au voisinage des Pyrénées, dit Strabon, chez les Tectosages, il y a des terres sablonneuses et maigres qui contiennent des pépites juste assez grosses pour remplir la main, encore une fois. Donc c'est un pays
extrêmement riche. Selon Strabon, toutes les espèces de bétail y prospèrent. C'est un pays dans lequel les vaches sont maternelles et donnent beaucoup de lait. Il y a une comparaison entre les vaches et les femmes. Les femmes sont fécondes, comme les vaches. Et une comparaison aussi avec les hommes, parce que les cochons, en réalité, ils vivent en liberté et ils sont remarquables, dit Strabon, par leur taille, leur force et leur rapidité. Et c'est même dangereux de les approcher. Donc vous voyez, il y a cette comparaison intéressante entre les femmes qui sont maternelles comme les vaches et les hommes qui sont sauvages comme les cochons. Et ils disent que ces animaux sont quasiment à l'état sauvage, ils sont dangereux même pour les loups qui sont les prédateurs du bétail. Alors, si on continue en direction du nord-est, en fait, là, on quitte la barbarie pour entrer dans la sauvagerie. Et on a en particulier l'immense forêt hercynienne, donc qui commence à peu près aux Vosges et qui s'étend sur toute l'Allemagne. Et en fait, Pline dit que c'est une forêt qui est intacte depuis l'origine du monde. Et il dit c'est un fait que les racines se rencontrant et se repoussant soulèvent de véritables collines, ou bien, si la terre ne les suit pas, elles s'arc-boutent comme des lutteurs pour former des arcs jusqu'à la hauteur des branches mêmes, ainsi que des portes béantes où peuvent passer des escadrons de cavalerie. Donc c'est la forêt qui se referme. Alors, en fait, plus on avance et plus on s'éloigne de ce pays celtique et plus on rentre dans des terres où il n'y a même plus de champs, où c'est des terres occupées par la forêt et par les marais. Il n'y a même plus de villages de cabanes et les gens vivent comme le bétail dans la forêt avec leurs animaux. Diodore de Sicile, il dit « Les plus sauvages sont ceux qui habitent sous les ours et dans le voisinage de la Scythie. Aussi dit-on qu'ils mangent des hommes, tout comme ceux des Bretons qui habitent l'île nommée Iris. Iris, c'est l'Irlande. » Donc vous voyez que plus on va vers le nord et plus en fait on quitte la barbarie pour entrer dans la sauvagerie où là on a des peuples qui n'habitent nulle part, qui n'ont pas d'agriculture et qui sont anthropophages. Strabon, il dit que dans l'île de Bretagne, le brouillard persiste si longtemps que l'on ne voit le soleil que 3 ou 4 heures par jour aux alentours de midi. Donc c'est pas... Bon, c'est vrai qu'en Grande-Bretagne, il pleut souvent, mais c'est un pays, au dire des Romains, qui est tellement aride et humide qu'on ne peut rien y faire. Alors, à propos des habitants de l'île de Bretagne, Strabon, leurs mœurs sont pour une part semblables à celles des Celtes, parce qu'ils ne sont pas très loin, ils sont juste séparés par la Manche. Pour une autre part, plus frustre encore et plus barbare. Ainsi, bien que certains d'entre eux disposent de beaucoup de lait, ils ne savent pas en faire du fromage. Ils ne connaissent rien non plus de jardinage, ni de l'agriculture en général. Donc, ils ont des bêtes, mais ils n'en font rien. Ils ont de la terre, mais ils n'en font rien. Les forêts leur tiennent lieu de cité. Ils entourent d'une barricade d'arbres abattus un vaste périmètre circulaire, à l'intérieur duquel ils construisent des cabanes pour eux-mêmes et des étables pour leur bétail, mais pour peu de temps seulement. L'Irlande, c'est encore pire, selon Strabon. Nous ne pouvons rien dire à son sujet, écrit Strabon, si ce n'est que ses habitants sont plus sauvages que les Bretons, donc plus sauvages encore que les Bretons. Ils sont anthropophages, en même temps qu'herbivores. Donc ça, c'est intéressant, c'est comme des animaux, en fait. Et leurs enfants se font une vertu de dévorer leur père après sa mort. Les hommes s'accouplent à la vue de tout le monde, ça c'est un peu comme les Gaulois, hein, mais vraiment encore plus fort, à n'importe quelle femme, même à leur mère et à leur sœur. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans... C'est intéressant parce que c'est l'inversion de la norme sexuelle, en fait. Hein. C'est l'anthropophagie, et puis ensuite, on s'accouple à la vue de tout le monde, en public, et même aux mères et même aux sœurs. Donc, en fait, arrivé au bout, arrivé en Bretagne, on est arrivé dans une espèce d'anti-humanité. Alors, maintenant, si on essaye de décoder un petit peu ça, de voir ce qu'on peut tirer de ça pour ce que les Grecs et les Romains disent de la société celtique elle-même. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde toutes ces relations, ce qui les a beaucoup frappés, c'est la guerre et c'est les guerriers. Parce que, évidemment, à la fois les Grecs ont été confrontés aux mercenaires galates, les Romains aux troupes, aux armées gauloises. Ils ont vu d'abord s'avancer devant eux la figure des guerriers. Et ils ont été, surtout pour les Romains, traumatisés par cette chose-là. Et ce qui les a frappés, c'est l'aspect terrifiant
en fait, des guerriers. Et surtout, de ce qu'on peut appeler les grands guerriers, tels qu'on connaît ça encore dans les sociétés archaïques actuelles. Ils voient s'avancer au-devant d'eux des guerriers qui font des actes de courage insensés et qui les provoquent. Alors, c'est ce que dit Diodore, par exemple. Il dit « Les Gaulois se jettent nus au combat ». Et pour lui, c'est parce qu'ils affectent de mépriser la mort. On va voir que c'est probablement pour d'autres raisons. Et puis surtout, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, alors que les Romains combattent par phalange, hein, les guerriers, les armées gauloises, envoient en avant des guerriers seuls qui vont provoquer les lignes romaines. Diodore dit « Quand les troupes sont rangées, ils ont l'habitude de s'avancer hors des rangs et de provoquer les plus braves de ceux qui leur sont opposés à un combat singulier en agitant leurs armes pour frapper de terreur leurs adversaires. Si quelqu'un obéit à leurs défis, ils chantent les prouesses de leurs ancêtres. Ils font étalage de leurs propres vertus, insultent ceux qu'ils ont en face, leur ravalent, en un mot, essayent par leurs paroles d'enlever toute confiance à son âme. » Et ça, c'est tout à fait déconcertant pour les Romains, parce que les Romains ne sont pas habitués, enfin, ils ne sont pas adaptés à ce type de combat. Eux n'ont pas de grands guerriers qui s'avancent devant les lignes. Alors, Tite-Live rapporte plusieurs épisodes intéressants qui, encore une fois, disent en creux plus comment les Romains pensent par rapport à ces phénomènes de la guerre. Il écrit « Que vienne ici se battre le meilleur soldat de Rome, afin que le résultat du combat montre quel peuple est le plus fort à la guerre », s'écrit un Gaulois gigantesque qui s'était avancé au-devant des Romains sur le fleuve Anio. Tite-Live écrit « Un long silence s'établit parmi les combattants d'élite. On avait honte de refuser le combat, mais le privilège d'un tel danger ne tentait personne. » Évidemment. Alors, un jeune homme demande la permission de sortir du rang pour aller affronter seul le monstre barbare. En fait, il est issu d'une famille qui, à l'origine, a repoussé les Gaulois du Capitole. Il est terrorisé, bien sûr, mais il est plus petit, il est moins fort, mais il est adroit, il est intelligent. L'autre est une brute qui ne réfléchit pas. Et évidemment, à la fin, c'est lui qui tue la brute qui était trop sûre de sa force. Il y a aussi un autre épisode où il y a la même chose. Il y a un Gaulois énorme qui va écraser un petit Romain qui a osé s'avancer devant lui. En fait, il y a un corbeau qui arrive et le corbeau se pose sur la tête du barbare gaulois et que son bec lui crève les yeux. Et à la fin, le Romain, avec l'aide du corbeau et des dieux, finit par l'abattre. Ce qui est intéressant, au-delà de ces histoires, c'est qu'on voit que ce n'est pas du tout la même manière de mener la guerre. Chez les Gaulois, il y a cette idée que la guerre est menée par des grands guerriers, c'est-à-dire des gens qui s'exposent parfois même nus aux armes d'en face, c'est-à-dire aux armes de trait, aux coups d'épée, et qui sont des héros de guerre, en fait. Leur destin, c'est de mourir au combat. Et c'est pourquoi, en fait, les Gaulois laissent des morts sur le champ de bataille. Parce que dans l'idée gauloise, c'est une honte que d'être vaincu et c'est une honte que d'être fait prisonnier. Donc, si on perd, on n'a pas d'autre issue que la mort. Et ça choque beaucoup les Grecs en particulier. Ça choque beaucoup Pausanias, qui, à propos des mercenaires galais du IIIe siècle, dit que ça leur était égal que les cadavres de leurs guerriers soient dévorés par les bêtes sauvages, avec ceux des oiseaux, dit-il, c'est très joli, qui font la guerre aux morts. Donc, pour les Grecs, c'est insensé de laisser un mort sans sépulture. Et pour les Romains, ils s'en accommodent et en fait, en réalité, on récupère l'or parce que les Gaulois combattent couverts de parures d'or. L'or, c'est un attribut des dieux. Les parures de guerre ne sont portées qu'au moment de la guerre et elles sont déposées dans les sanctuaires et quand elles sont désacralisées, elles sont sacrifiées et enfouies dans des fosses. Ça n'est pas des parures personnelles, c'est des parures de temples qui sont confiées aux combattants gaulois. Et donc, quand les Gaulois tombent sur le champ de bataille, les Romains ramassent les torques et puis les exposent dans les temples où on récupère quelques-uns pour eux. Hein. Donc, en fait, les Grecs et les Romains ne comprennent pas les raisons de la guerre parce que c'est des raisons qui leur sont étrangères. Et Polybe, par exemple, c'est intéressant parce que Polybe, c'est un général. Il dit « La guerre gauloise est tout à fait méprisable.
parce que, je ne dis pas le plus souvent, mais en somme, toujours, ce qui arrivait était réglé par la passion plutôt que par le raisonnement. Donc, ce qui ne trouve pas compréhensible, c'est de voir dans des affrontements les Gaulois ou les Celtes laisser des montagnes de cadavres, n'avoir aucune espèce d'idée de la tactique, se jeter en s'exposant le corps nu au cou des adversaires, c'est d'avoir aucune idée de l'économie de la guerre. Ça, c'est quelque chose qui les frappe beaucoup. Et puis, ce qui les frappe aussi, on a parlé du pillage, c'est le fait qu'ils n'ont aucune idée de conquête. Les mouvements d'invasion, entre guillemets, gauloise en Italie, c'est pas pour conquérir des terres, c'est pas pour s'installer, c'est pour récupérer de l'or et repartir avec. Et c'est pourquoi, pour eux, la guerre gauloise, c'est plus du brigandage que de la guerre elle-même. Et ils n'ont pas compris qu'en fait, la guerre, ça sert à renforcer le prestige, on va revenir là-dessus, ça sert à renforcer le prestige des grands guerriers. Et ils ne savent pas non plus que chez eux, la richesse, ça ne s'accumule pas. Il n'y a pas de capital, c'est des économies prémonétaires au premier moment où ils les rencontrent. La richesse, elle est faite pour être distribuée. On va revenir là-dessus. Alors, après cet aspect stigmatisé par les Romains, il y a l'autre chose qui frappe beaucoup les Grecs et les Romains, c'est la violence. Et ça, ils sont tous unanimes à souligner le caractère belliqueux des Gaulois et à relever cette espèce de passion pour la guerre qu'ils ont, d'après Strabon. César dit que, et pourtant lui il intervient plusieurs siècles plus tard, donc au milieu du 1er siècle avant notre ère, il dit qu'avant son arrivée en Gaule, il ne se passait pas une année sans qu'il y ait au moins de ces peuples qui sont en guerre contre un autre. Donc c'est l'idée de la guerre perpétuelle, la guerre de tous contre tous. C'est un état de guerre permanent. Donc, ce qui n'est pas tout à fait le cas des sociétés classiques. Et puis, ce qui les frappe aussi, c'est que tout le monde va à la guerre. Les jeunes, les vieux et même les femmes vont à la guerre. Ce qui paraît complètement anormal. Et surtout, ce qui les frappe, c'est les espèces de furies qui s'emparent d'eux quand ils sont au combat. Polybe dit, c'est une démence, c'est une véritable folie de la guerre qui les habite et qu'il est impossible d'extirper d'eux. Pausanias, c'est une rage de tuer. Il dit, c'est une possession. Il dit même fendus d'un coup de hache ou d'épée, leur folie, tant qu'ils respiraient, ne les quittait pas. Encore percés de flèches et de javelots, ils ne perdaient rien de leur fureur tant que le souffle leur demeurait. Tite-Live, lorsqu'ils sont atteints par des flèches tirées de loin et qu'ils ne trouvent personne sur qui retourner leur coup, ils rugissent, ils se précipitent les uns contre les autres comme des bêtes féroces que l'épieu du chasseur a frappées. C'est des animaux sauvages, hein. S'ils ont été touchés par un dard dont la pointe s'est enfoncée profondément dans les chairs et qu'ils ne parviennent pas à l'arracher, on les voit alors, honteux et forcenés, comme s'ils mouraient de déshonneur, se rouler à terre de désespoir avec toutes les convulsions de la rage. Donc il y a cette idée de la folie, de l'espèce de possession de la guerre. Et puis surtout, ce qui les surprend, c'est leur audace. Et pour eux, en tout cas c'est ce que dit Polybe, cette audace sans limite, pour eux, c'est un trait de démence. C'est parce qu'ils ont perdu toute raison. Et Diodore ferme le trait en disant que c'est une témérité outrancière qui est le témoignage de leur sauvagerie. En fait, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de réprimer la violence qu'ils ont en eux. Et en fait, ça, c'est tout à fait intéressant parce que, là encore, c'est le regard de sociétés urbaines sur des sociétés différentes de la leur. Dans les sociétés urbanisée, classique, la violence, elle est canalisée. La violence, c'est les prérogatives de l'État. C'est l'État qui décide et qui confie aux militaires, à la guerre, le soin d'exercer cette violence au nom de l'État. Exercer la violence à titre personnel, c'est d'être un criminel. C'est d'ailleurs toujours la définition actuelle d'être un criminel ou un violent. Et pour eux, cette espèce de férocité violente qui anime les individus, c'est un trait de non-civilisation. Et en fait, c'est pourquoi ils voient la société gauloise tout imprégnée de violence. Alors qu'en réalité, cette violence-là, ils ne voient pas qu'elle est déléguée, elle aussi. Hein, les chefs sont élus. On reviendra là-dessus. La violence, elle est déléguée. Hein, elle ne s'exprime pas d'une manière incontrôlée, comme on pourrait le croire. Alors pour eux, cette idée, c'est que en fait, la société gauloise, elle est violente par essence. Et ce qui les frappe beaucoup, c'est la religion.
en fait. C'est le fait qu'il y ait de la violence dans la religion. Diodore dit: pour consulter l'avenir sur quelques questions importantes, ils suivent un rite bizarre, incroyable. Après avoir consacré un homme, ils le frappent au-dessus du diaphragme avec une épée de guerre, et quand la victime est tombée au sol, ils devinent l'avenir d'après la manière dont elle est tombée, l'agitation des membres et l'écoulement du sang. Strabon, avant que les Romains ne mettent fin à ces pratiques contraires à leurs mœurs, on tuait certaines victimes à coups de flèche, on les crucifiait dans les temples, ou encore on confectionnait une effigie géante de paille et de bois, et après avoir jeté dedans des bestiaux et des animaux sauvages de tout genre et des hommes, mention reprise par César, vous l'avez vu, ils en faisaient un holocauste. Diodore, il dit qu'après la guerre, la tuerie continue après la bataille. Lorsque les Gaulois sont victorieux, ils sacrifient à leurs dieux les prisonniers de guerre. Et ils font la même chose aux animaux près de l'ennemi. Ils les tuent avec les hommes, ou les brûlent, ou les font périr dans d'autres supplices. Et donc, ce qui frappe beaucoup les Grecs et les Romains, c'est qu'on puisse utiliser la mort, l'acte de donner la mort, dans un cadre, dans un cadre qui est le cadre de la guerre. Et là encore, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas, c'est quelle est la raison de ces pratiques. Et par exemple, ce qui les choque le plus, c'est qu'on puisse sacrifier au nom de la religion des gens qu'on aurait dû punir au nom de la loi. Par exemple, Diodore dit, plutôt que de les juger, les malfaiteurs, ils les gardent pendant une période de 5 ans, et puis en l'honneur de leur Dieu, ils les empalent et en font des holocaustes. Donc ça, c'est un truc incroyable. César: les supplices de ceux qui ont été arrêtés en flagrant délit de vol ou de brigandage, ou pour quelque autre crime que ce soit, passent pour plaire davantage au Dieu immortel. Mais lorsqu'on n'a pas assez de victimes de cette sorte, on en vient à sacrifier même des innocents. Oui. Il faut que je... Bon. Ok, très bien. Donc je vais avancer un petit peu plus. Voilà, si je peux. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est que dans cette société ancienne, en fait, c'est une société qui repose sur le don, en réalité. Et donc, c'est ce qui fait que les Grecs et les Romains ne perçoivent mal la notion de valeur chez les... C'est le micro. Ils perçoivent mal la notion de valeur chez les Celtes. C'est pourquoi ils sont surpris qu'on accumule les trésors d'or dans les sanctuaires sans que personne n'oserait n'y toucher. Et pour eux, ce qui est important, c'est de transformer la richesse en prestige. Et on a un texte tout à fait intéressant de Poséidonios qui raconte l'aventure du roi Louernos, souverain des Arvernes, donc au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et il dit que pour gagner la faveur de la multitude, le roi se déplaçait sur son char à travers les campagnes, jetant l'or et l'argent aux myriades de celles qui le suivaient. Donc la richesse n'est pas capitalisée, la richesse, elle est concentrée, l'or est concentré pour être redistribué. Et c'est cette redistribution de la richesse qui fait accéder au prestige. Et donc c'est le prestige qui est le carburant de la société, en réalité. Alors ça, on le voit très bien dès le temps des premiers contacts entre les Grecs et les populations celtiques du nord des Alpes, où on les voit exporter du vin, d'abord produit aux environs de Marseille, et le vin, les aristocrates celtiques n'en possèdent pas. Et donc, et ensuite, ce vin, il est redistribué localement en échange de biens de prestige. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on les voit importer des objets qui sont fabriqués spécialement pour les aristocraties celtiques, comme par exemple ce grand cratère de bronze trouvé dans la tombe de Vix. C'est un récipient pour mélanger l'eau et le vin. Et là, ici, vous voyez qu'il a été agrandi jusqu'à une hauteur d'1,70 m. Ça contient à peu près 1500 litres de vin. Donc, il y a un échange inégal, en fait. C'est-à-dire que c'est une activité qui s'appelle praxis chez les Grecs. On affrète des bateaux. Et puis, ce sont souvent des aristocrates qui sont des propriétaires terriens qui ont des vignes. On envoie du vin. Ce vin n'a pas coûté énormément à produire, mais on échange ce vin contre des matières premières, en particulier comme du bronze, et on revient avec une cargaison qu'on peut revendre en métropole. Ça, c'est un système qui est très proche de ce qu'ont fait les Européens avec le système de la traite en Amérique du Nord. Donc, c'est quelque chose qui a un énorme retour sur investissement.
Et en fait, c'est quelque chose qui va progressivement déstabiliser les sociétés celtiques. D'abord à la fin du VIe siècle, et puis ensuite au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà, donc j'écourte parce qu'effectivement, je ne voudrais pas être trop long. Ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette petite intervention, c'est que, en fait, les mentions historiques des Grecs et des Romains, déjà, elles ne nous montrent qu'une partie de la réalité à laquelle ils ont eu accès. Et en particulier, on voit bien qu'ils ont eu accès surtout à la figure des guerriers qui sont présentés au-devant d'eux. Ils n'ont pas connu l'intérieur de la société, c'est-à-dire tout l'aspect religieux, tout l'aspect social. C'est quelque chose qui leur échappe. Et puis d'un autre point de vue, et ça c'est tout à fait intéressant, c'est quelque chose auquel l'ethnographie n'échappe pas. En fait, c'est le regard de leur propre... Ils véhiculent le regard de leur propre société sur l'extérieur. Et donc, ce qu'on les voit, on les voit souligner les points qui pour eux sont les points qui sont choquants par rapport à leur civilisation. Ça, c'est un autre aspect. Mais l'aspect positif et tout à fait intéressant qu'il y a dans ces informations, c'est qu'il y a plein de données qui sont enregistrées en quelque sorte d'une manière subreptice, un petit peu de manière inattendue, qu'on peut décoder, nous, d'un point de vue archéologique et d'un point de vue anthropologique. Et donc, il y a des gisements de sens qui sont tout à fait intéressants dans les sources historiques et ethnographiques de l'Antiquité. Donc ça veut dire en fait que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, bon, d'un côté c'est une société qui est excessivement mal connue, hein, elle n'est connue que de l'extérieur, mais d'un autre côté ce sont des sociétés pour lesquelles il y a énormément de possibilités de recherche à développer dans une perspective anthropologique. Et ça, c'est ce qui fait émerger petit à petit, c'est un mouvement récent dans la recherche qui a peut-être une cinquantaine d'années, c'est qu'on commence à voir que c'est une civilisation en réalité, la civilisation celtique. C'est au-delà de l'image de barbarie, c'est une civilisation qui n'est pas inférieure aux civilisations gréco-étrusques ou gréco-romaines, mais qu'on est simplement différente. Et tout l'intérêt, justement, c'est dans cette différence qui est toujours un champ fertile à explorer pour y trouver une nouvelle signification. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, naturellement, je suis à votre disposition. Oui. Des autres et que vous avez souligné, c'est-à-dire il y a le regard des Grecs, le regard des Romains, ça veut dire qu'ils ne traduisent qu'en fonction d'eux-mêmes. Donc ils ne regardent pas ce qui est, mais ils regardent la différence. Bon. Et aujourd'hui, dans les recherches, on est en mesure de rétablir un peu la vérité des prix, j'allais dire. La grande difficulté, c'est qu'on n'a pas de témoignage des Celtes et des Gaulois sur eux-mêmes. Ils n'ont pas décrit comment eux-mêmes ils pensaient le monde. Ils n'ont pas les vrais décrits qui nous permettraient de comprendre ça. Ce qu'on a à disposition, c'est quelque chose à la fois de beaucoup plus riche, mais en même temps de beaucoup plus muet, c'est l'archéologie. C'est-à-dire que l'archéologie, c'est ce qu'ils ont fait. C'est les choses qu'ils ont produites. C'est vraiment les choses qu'ils ont construites là où ils ont vécu. Et ça livre énormément de matériaux à interpréter. Alors comment les interpréter? C'est ça, le vrai problème. En fait, l'archéologie gauloise a commencé fort tard parce que on connaissait déjà depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle des objets gaulois, mais on les trouvait beaucoup trop élaborés pour avoir été produits par les Celtes. Par exemple, les premières pièces d'orfèvrerie gauloise qui sont trouvées notamment dans les années 1840, des objets en or magnifiques, eh bien on les attribue plutôt à l'époque de Charlemagne, parce qu'on se dit, on les imagine effectivement vivre dans des cabanes. On prête crédit aux clichés transmis par Diodore et aux autres, et donc on dit c'est pas possible qu'ils aient fait des choses pareilles, c'est pas eux. Hein. Et donc ça, il a fallu beaucoup de temps pour qu'on commence, et c'est un phénomène récent. Hein. Par exemple, l'idée qu'il puisse y avoir un art celtique, c'est quelque chose qui s'est développé à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Qu'ils aient pu faire autre chose que de la simple décoration, que ça puisse représenter quelque chose, ce qu'ils produisent. Donc je dirais que c'est un mouvement qui est encore en cours aujourd'hui. Mais la vraie question que vous posez, c'est à partir de quoi interpréter ce qu'on trouve. Et là, enfin, c'est une recherche que je développe, mais je ne suis pas le seul.
c'est l'anthropologie qui amène des choses intéressantes. Dans des populations où on voit des logiques de type analogue. Ça fait surgir des questions, des interprétations. On voit qu'on peut relire autrement, ou selon une perspective un petit peu décalée, les comptes rendus des ethnographes et des historiens de l'Antiquité. Justement, il y a quelque chose qui m'a frappé, mais sur lequel vous êtes passé rapidement. Oui. Parce qu'on venait de vous demander d'accélérer un peu. C'est ce qui concerne le don, l'échange. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'apparente au potlatch, justement dans la civilisation celtique? Est-ce que vous avez parlé dans le point 13, vous avez dit donner, c'est prendre, recevoir, c'est devoir. Oui. Bon. Oui, Est-ce oui, que oui. vous pouvez développer un tout petit peu ce point? Oui, mais ça, j'avais pas le temps c'est un point sur lequel j'avais pas le temps de développer. C'est dans Poséidonios. Il a décrit, donc Poséidonios, on le connaît que par fragments, hein, et il a décrit un rituel qui a paru tout à fait bizarre, qui se passe, dit-il, dans un théatron. Hein, et en fait, un guerrier s'avance, il demande à faire l'inventaire de ses biens, de ses biens de prestige, il le partage entre ses amis, et quelqu'un le sacrifie, le tue et il meurt. Et donc, tout le monde s'est interrogé là-dessus, et c'est Marcel Mauss, justement, qui a beaucoup travaillé sur le don, avec Henri Hubert, qui était archéologue à Saint-Germain, qui ont interprété ça comme, ils appellent ça des prestations totales. C'est-à-dire, c'est l'idée du don de sa vie en échange du règlement d'une dette pour des d'objets matériels. Donc, on pense effectivement que, et du coup, ça s'éclaire, ça ouvre plein de perspectives, que dans ces économies qui ne connaissent pas encore la monnaie, elles sont régies effectivement par l'idée du don et du contre-don, qui est une manière de se créer des obligés. Hein. On doit rendre ce qui vous a été donné au moins équivalent, même un petit peu mieux. Pas trop plus, parce que sinon vous écrasez, vous humiliez celui qui vous a donné quelque chose. Mais c'est aussi une façon de faire circuler la richesse et de créer la dette. Alors ça, on le voit aussi, je n'ai pas eu le temps d'en parler, on le voit aussi dans les relations sociales qui n'ont pas très bien été comprises par les Romains. Pour eux, ils assimilent ça à l'esclavage, au clientélisme. Ils ont ce qu'ils appellent des embactes ou des soldures, qui sont des gens qui se dévouent pour d'autres, en particulier pour les grands guerriers, qui les accompagnent partout. Et en fait, ça ressemble très fort au règlement d'une dette. C'est-à-dire que quand on ne peut pas régler une dette, bien, on met en gage sa vie. Et pour César, il dit qu'il serait néfaste. C'est religieux, ça, de rompre cet engagement. Donc c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans la société romaine. Ce n'est pas des esclaves. Vous n'emmenez pas vos esclaves à la guerre, c'est dangereux, ils pourraient se retourner contre vous ou se sauver. Ce n'est pas des clients non plus, on n'amène pas ses clients à la guerre. C'est une relation différente qui est fondée sur les rapports de dette. Et ça, effectivement, ça éclaire beaucoup. C'est pas une explication, c'est un éclairage. Hein. C'est comme si on mettait un projecteur qui fait apparaître tout un ensemble de choses qu'on ne verrait pas autrement. Et en particulier, ça éclaire beaucoup les mentions des auteurs de l'Antiquité là-dessus. Sur le fait qu'ils sont choqués par la méconnaissance d'idées de valeur des Gaulois. Parce que la valeur ne se mesure pas de la même manière chez eux. Merci beaucoup, on a beaucoup appris. 2 questions. Oui. Vous avez mentionné, pas tout à fait incidemment, la question du droit, oui. Du droit romain. Mm-hmm. Évidemment, vous ne pouvez pas tout dire. Est-ce que vous pouvez développer comment les Romains, pour lesquels le droit familial, le droit qui concernait le droit matrimonial, les relations avec les esclaves, le droit commercial pour lesquels c'était extrêmement important, les Romains, tout ça. Est-ce que vous pouvez dire un mot de la façon dont ils perçoivent, j'oserais pas dire le droit celte, mais ce qui semble apparaître comme une société inorganique, dirais-je. Mm-hmm. Ça, c'est la première. Enfin, au fond, est-ce que c'est le chaos par rapport à l'ordre romain, avec ces normalisations d'amphores, de mesures métriques, enfin de mesures routières, ces fleuves, etc. Parce qu'on voit très bien au musée de Arles, par exemple, premièrement. Deuxièmement, à propos des Celtes, j'avais eu la chance de voir une exposition sur les Celtes à Londres en décembre, oui. Il y a 2 ans, oui. Où d'ailleurs on voyait que la question avait été terriblement manipulée par les Anglais, littéralement les Anglais. Oui, absolument, voilà. Absolument. Et la reine Victoria, et qu'elle avait aussi utilisé beaucoup ça en jetant ça dans les jambes des Irlandais.
Oui. Bon, enfin, il y a tout un tas d'aspects périphériques. Oui, oui. Mais donc, on voyait qu'il y avait quelque chose d'évanescent dans l'identité celte. Mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'au fond, enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est que d'une certaine façon, les Celtes avaient l'air en retard en termes, j'allais dire, si on était marxiste, de mode de production. Et on avait l'impression qu'ils étaient un peu plus primitifs, qu'ils étaient. Alors, je sais bien, c'est un regard terrible de dire ça. Hein, maintenant, mais est-ce qu'on peut imaginer à l'époque que les Romains ou les Latins étaient légitimes de penser qu'ils étaient dans une espèce de civilisation supérieure par rapport à, par exemple, l'organisation économique des Celtes, par rapport à leur organisation administrative et leur organisation guerrière qui n'était pas organisée, justement. Enfin, alors, pour répondre au premier de votre question, c'est un trou noir. C'est-à-dire que la question du droit comparé, du droit celtique comparé au droit romain, on n'en a absolument aucune espèce d'idée. On ne sait pas. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. On sait par exemple, alors c'est des toutes petites mentions, mais on sait par exemple que les druides, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, les druides sont à la fois... D'ailleurs, il n'y a pas le même regard selon qu'on est grec et selon qu'on est romain. Hein. Les Grecs insistent beaucoup sur le côté... les druides comme des philosophes et des scientifiques qui spéculent sur les dimensions du monde, etc. Les Romains insistent plus sur le caractère juridique, c'est-à-dire ils sont à la fois des prêtres, c'est eux qui organisent la religion et le culte, mais ils ont aussi une fonction juridique, c'est-à-dire ils jugent. Et leur autorité est au-dessus de l'autorité de l'État. C'est-à-dire que s'ils jugent que la guerre ne doit pas être livrée et que deux peuples ont vraiment envie d'y aller, ils doivent obéir. Et si on n'obéit pas, à ce moment-là, on est interdit de pratiques religieuses. C'est pire que l'excommunication. Hein. On est rejeté de la religion. Donc ça, c'est quelque chose qui est mal connu. Mais ce n'est pas parce que c'est mal connu que ça n'existe pas. Le deuxième aspect de votre question, c'est une question tout à fait relative, c'est la question du progrès. Ce qui frappe beaucoup les Grecs en particulier, c'est que ça leur évoque une espèce de nostalgie, c'est-à-dire que la façon de combattre des Gaulois leur rappelle énormément l'Iliade et l'Odyssée. Le combat des héros, oui, c'est Hector, oui, c'est ça aussi. C'est des héros qui se provoquent, ils représentent chacun des camps. Et de même, le combat, je ne l'ai pas évoqué, mais le fait que les Celtes combattent avec des chars, ça aussi, ça fait référence à l'Antiquité homérique. Et donc, il y a une espèce de... Pour utiliser une expression qui n'a rien à voir ici, il y a une espèce de mythe du bon sauvage, du noble sauvage, hein, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Il y a cette idée, effectivement, que les Celtes représentent une sorte de conservatoire. Hein, et ils sont moins civilisés, ils sont encore proches de la nature, ils ont encore des façons de faire qui sont proches du passé, du lointain passé des sociétés classiques. Mais ça, je dirais que ça, c'est aussi un jugement culturel. C'est aussi un jugement culturel. Et quand on regarde, par exemple, du point de vue archéologique, les questions d'économie, les questions de technologie, par exemple, si vous regardez les questions de la technologie de l'armement, sur certains points, on a des savoir-faire qui sont plus avancés que ceux des Grecs et des Romains. Par exemple, pour tout ce qui est fabrication des armes et des épées qui servent à combattre à cheval, c'est très important que dans le mouvement, votre épée, elle ne vous batte pas contre la cuisse et surtout que le fourreau ne se déforme pas. Sinon, vous ne pourrez plus remettre votre épée dans son fourreau. Et donc, ils développent des techniques de fourreau en tôle de fer qui sont assemblées avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre, hein, avec des doubles coques qui s'emboîtent comme dans un étui. Ça, cette technologie de la tôlerie, du fer, c'est des choses que les Gréco-Romains font de la dinanderie du bronze, mais ils ne savent pas faire ça enfin, ils font pas ça avec du fer. Voyez. Donc, alors c'est difficile de dire où on en est par rapport... Vous voyez, ça devient difficile de juger où on en est par rapport... Et puis on a toujours une vision, comment dire, rétrospective, c'est-à-dire qu'on juge par rapport à nous, hein. C'est-à-dire on juge par rapport effectivement au développement de l'urbanisation, finalement à la victoire du modèle urbain gréco-romain. Si ça ne s'était pas produit, qu'est-ce qu'on dirait ce soir? C'est sans doute quelque chose de complètement différent. Merci infiniment je de vous en prie. votre exposé. Je
je suis extrêmement surprise de l'absence de sources écrites. C'est-à-dire, il parlait quelle langue Il parlait une langue qui avait visiblement... Des langues qui ne plaisaient pas aux Romains, ça on l'a bien compris. Mais cette langue était-elle écrite à un moment ou à un autre? Pourquoi on n'a pas de sources alors qu'à la même époque, ailleurs, on écrit beaucoup? Oui, alors ça c'est une question qui taraude la recherche depuis des siècles et sur laquelle il n'y a pas de réponse définitive. Alors il y a une première chose qu'on peut dire, c'est que contrairement à une idée reçue, il y a de l'écriture. Hein. Par exemple, c'est César qui parle de ça. Quand il y a la grande migration des Helvètes, ils sont plus de 500 000 à vouloir migrer en Saintonge. En fait, il les repousse et il trouve dans le camp des militaires helvètes la liste de tous les émigrants nominal. Donc c'est fixé sur quelque chose. On a aussi beaucoup d'inscriptions sur céramique, en particulier sur tout le couloir économique du Rhône et de la Saône, qui sont en caractère grec, en caractère romain. Donc il y a de l'écriture, les gens écrivent. Ils écrivent très certainement pour tout ce qui est les choses dont on a besoin pour l'écriture. Pour lesquels on a besoin d'écriture, par exemple les comptes, la comptabilité, l'administration, il y a nécessairement l'administration, les douanes, etc. Ça, on n'a pas de traces parce que on peut penser que c'était fixé sur des supports organiques, par exemple du bois, de la peau, des choses comme ça. Songez à tout ça. Archéologiquement, ça va. Toute cette librairie, vestiges archéologiques, vraiment rien, à la fois des étagères et des livres. Il ne resterait rien. Donc, c'est ce problème-là. Quant à la question du savoir, en fait, ça, c'est différent. Alors, on peut raisonner par bribes, et en particulier, c'est lié à la question des druides, qui, par les Grecs, ils les rapprochent beaucoup des pythagoriciens. Parce qu'il y a des proximités, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais dans les connaissances mathématiques. En particulier dans la construction, toutes les constructions à base du cercle, le pentagone, etc. Il y a des connaissances scientifiques qui sont partagées dans le monde celtique et le monde grec. Comment, on ne sait pas. Mais les Grecs rapprochent beaucoup les druides des pythagoriciens, qui sont aussi une société secrète en quelque sorte. C'est-à-dire que le savoir, il n'est pas fait pour être diffusé partout. Donc on pense que, et ça, c'est pas une originalité dans les sociétés anciennes. On a parlé de la Grèce, revenons-y. Les poètes pouvaient connaître par cœur des dizaines de milliers de vers. L'Iliade et l'Odyssée, c'est d'abord des poèmes oraux avant qu'ils soient fixés par écrit. Donc, si vous voulez, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'écriture qu'il n'y a pas une forme de culture qui est commune aux civilisations classiques archaïques, du coup, et que c'est pas fixé quelque part. Mais je crois surtout que c'est une civilisation orale. Et c'est pourquoi, en fait, la destruction, parce que ça a été une destruction sous le règne de Tibère des druides, qui étaient en quelque sorte les leaders spirituels, c'est quelque chose qui a coupé la transmission de cet héritage-là. Vous voyez ? Mais probablement, ça ne pouvait pas ne pas exister. Quand vous regardez les créations d'art celtique, vous voyez qu'il y a un bestiaire, il y a ce qu'on peut appeler une mythologie. Il y a des personnages, il y a des actions, il y a quelque chose, il y a une histoire, il y a des choses. Mais il nous en reste absolument... c'est Plutarque qui a une très belle formule. Il a dit ils se sont évanouis comme un songe. C'est très beau, ça. Et oui, c'est comme un rêve. C'est très prenant. Vous n'en gardez que des impressions, il ne vous en reste rien. Et je pense que ça décrit très bien la culture gauloise. Oui, merci pour votre exposé. Oui, je vous en prie. Une question sur le monde celte, finalement, puisque vous avez utilisé le mot celte et le mot gaulois indifféremment. Oui. Je me demandais, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, grâce à l'archéologie, on peut préciser de manière plus définitive les frontières à la fois géographiques et aussi temporelles du monde celte, finalement, puisqu'il y a pas mal de littérature sur la celtitude, entre guillemets. Avec des origines celtes qui venaient au-delà de la Gaule, notamment de l'Est de l'Europe, etc., qui allaient jusqu'en Irlande, avec la Bretagne également, qui est un lieu particulier, en France aujourd'hui aussi. Est-ce que là, on y voit plus clair, finalement, grâce aux apports de l'archéologie depuis ces dernières années ? Alors, c'est une question qui est éminemment politique, évidemment. C'est la question on va y revenir, c'est la question des origines. Quand vous regardez les mentions historiques, celtes et gaulois, c'est très clair, c'est un petit bout du territoire de la France. C'est essentiellement ça.
les découvertes de l'archéologie ont montré quelque chose qui n'était pas du tout prévu. C'est que, alors, quand vous regardez ces territoires qui sont occupés par ces populations dites celtes ou gauloises, quand vous regardez ce qui produit ce qu'on appelle la culture matérielle, leur type d'objet, leur maison, la façon dont ils enterrent leurs morts, à la période où les identifie comme gaulois, eh bien l'archéologie révèle que vous avez cette culture matérielle qui s'est étendue à l'ensemble de l'Europe, dans des endroits où on ne mentionne pas la présence de Celtes, mais au contraire de Germains, par exemple. La culture celtique, ça va jusqu'en Ukraine aujourd'hui, voyez. Ça va aussi dans les îles britanniques où, d'après les sources de l'Antiquité, on a des populations encore plus sauvages que les Celtes, mais ils ne décrivent pas de Celtes, voyez, hein. Alors, et la situation se complique encore plus quand vous regardez ce qui se passe avant le développement de la civilisation celtique, donc en gros c'est vers 450 avant Jésus-Christ. Vous avez une civilisation qu'on appelle de Hallstatt, qui est déjà une civilisation de type celtique, mais est déjà d'importance européenne. Ça va en gros depuis la Tchéquie actuelle jusqu'à la Bretagne, le monde hallstattien. Donc vous avez déjà des phénomènes européens à ce moment-là. Alors la question, c'est comment on interprète ça. L'archéologie, elle est empoisonnée, le mot n'est pas trop fort, par le développement des recherches qui ont eu lieu sous le national-socialisme et qui ont été fortes à propos des Germains, où on a essayé de démontrer qu'en fait, les objets reflètent l'identité ethnique et par extension raciale. Cet objet, par exemple, je le trouve, cet objet est celtique, je le trouve ici, ça veut dire qu'un Celte a été là et a bu de l'eau de cette bouteille. En fait, on est beaucoup revenu là-dessus, en particulier par ce qu'on appelle l'ethno-archéologie, c'est-à-dire quand vous regardez des populations archaïques, enfin primitives actuelles, non industrielles, vous voyez qu'une même ethnie peut partager des objets de culture matérielle de provenance différente. Voyez, nous-mêmes, quand on regarde notre culture matérielle, on est excessivement américanisé. Hein. Mes chaussures, elles sont américaines, mon jean est américain, je regarde Netflix, j'écoute du rock'n'roll, etc. Ça ne fait pas nous des Américains. De la même manière que le phénomène gothique, j'utilise souvent cet exemple, le phénomène gothique, vous avez de l'architecture gothique depuis le nord de l'Italie jusqu'à la Grande-Bretagne. Ça n'est pas le même peuple, on le sait historiquement. Ils ne partagent pas les mêmes organisations politiques, la même langue, la même histoire. Il n'empêche qu'ils ont la même culture. Donc c'est pour ça qu'on utilise les mots celtiques dans ce sens-là, vous voyez. C'est plus pour définir une culture matérielle, plutôt qu'une identité. Mais effectivement, cet argument-là, il a toujours été utilisé. C'est pour ça que l'archéologie est une arme de destruction massive, l'archéologie, en fait. L'archéologie, elle peut être utilisée pour stigmatiser les gens que vous voulez exclure. Vous dites, ben voilà, on est désolé, mais XX, voilà, nous étions là les premiers. Regardez, ces éléments prouvent que, éthiquement, ça, c'est de la culture XX et c'est pas de la culture Y. Donc, et on peut faire la carte de ça. On peut montrer que ça vient jusque-là, qui maintenant est occupé par des pays qui sont de culture Z. Vous voyez, on est très conscient de ces choses-là aujourd'hui. Hein. Du coup, alors, qu'est-ce que vous pensez du folklore irlandais et du monde celtique aujourd'hui, contemporain, et est-ce que ça s'appuie quand même sur une base archéologique ou historique crédible ou pas, finalement? On voit à peu près comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, sur le continent, il y a eu la romanisation. Et je ne voudrais pas vous contredire trop abruptement, mais il n'y a plus de civilisation gallo-romaine. Il y a eu une civilisation romaine provinciale. Hein, voilà, on a été romanisé. Donc la transmission de la culture s'est arrêtée, en fait. Et dans des régions périphériques du monde celtique, comme la Grande-Bretagne, au nord du mur d'Adrien ou en Irlande, les Romains n'ont pas mis les pieds dans l'île d'Yarney, qui était tellement atroce, où les gens mangeaient de l'herbe et couchaient avec leur mère et leur sœur. Ils l'ont laissé tel quel. Et donc, dans ces régions-là, a survécu une culture qui partageait le même fond commun, vous voyez. C'est impropre de dire que c'est celtique, parce que pour les Grecs et les Romains de l'Antiquité, pour eux, ce n'est pas des Celtes. Ils ne disent pas ce que c'est, mais pour eux, les Celtes, c'est très particulier. L'archéologie ne peut pas trancher justement ce débat ? L'archéologie ne peut pas trancher sur l'identité. Elle ne peut pas trancher sur l'identité. Elle peut trancher sur la culture matérielle.
Alors, c'est complètement différent. Ah non, on ne trouve pas les mêmes objets. Justement, il n'y a pas d'objet de culture celtique en Irlande à l'époque où chez nous fleurit la culture celtique. Je pense au livre de Jean-Louis Bruno. Oui. Ben Jean-Louis Bruno, justement, il souligne beaucoup cette question-là. Oui, alors il y a quelqu'un qui est très intéressant qui s'appelle Hubert, que j'ai évoqué à propos de Mauss. Et Hubert, parce qu'il y a quand même des traits, si vous voulez, qui sont tout à fait étonnants dans la littérature irlandaise du Moyen-Âge. Hein. Donc là, on est au XIe siècle et jusqu'au XIIIe. Vous avez des histoires qui ont été rapportées dans la culture chrétienne et qui n'ont rien de chrétien. Il y a des histoires de voyages dans les îles lointaines, de combats où on tranche des têtes. Enfin bref, il y a des histoires qui font référence à une mythologie pré-chrétienne. Et on a pensé que ça pouvait être, non pas la survivance, mais l'écho, vous voyez, que ça a quelque chose en commun avec des représentations pré-romaines. Voilà, on pense plutôt à quelque chose comme ça. Mais on est devenu très très prudent, je pense à juste titre, sur ces histoires d'identité, en fait. Hein, parce que c'est un matériau explosif. Et, deux, on n'en sait rien. Et quand on a des exemples sous les yeux, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai une question qui est plutôt sur l'ordre de notre tempérament. Oui. Disons que dans mon univers mental, je me dis notre incapacité en France à régler nos problèmes autrement que par la grève, par la force, par le coup de poing, nous vient des Gaulois, et puis au contraire, la capacité à négocier vient plutôt justement de l'ordre. Alors, je ne sais pas si c'est romain. Qu'est-ce que vous dites d'un cliché comme ça? Parce que finalement, les Germains plus à l'est en Allemagne aujourd'hui sont plus consensuels que nous. Ils étaient aussi barbares que les Gaulois. Enfin, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Ben c'est très intéressant cette question-là, parce qu'en fait, c'est toute la question du rapport du présent avec le passé. C'est-à-dire que pour que le passé ait un sens, il faut qu'il ait un écho dans le présent. Si ça n'a aucun espèce d'écho, c'est des querelles des spécialistes, ça n'intéresse que les spécialistes. Et ces questions-là, en fait, chez nous, elles sont très ancrées. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont ancrées depuis finalement relativement récemment. Quand vous regardez l'historiographie, ça apparaît en gros après la Révolution française. Enfin, c'est au moment de la Révolution française, c'est un petit peu avant. C'est l'idée de dire qu'en fait, c'est un argument qui est développé par Voltaire et par Sieyès quand il parle de tiers-état. Il dit... Bon, on est gouverné par des nobles qui se prétendent des descendants des conquérants francs, mais c'était qui les conquérants francs? C'était juste une poignée de barbares sortis des forêts de l'ancienne Germanie. Et quelle légitimité ils ont, nous, à nous commander, qui sommes les descendants des Gaulois et des Romains, hein? C'est cette idée-là. C'est l'idée de dire que nos ancêtres, les Gaulois, ça veut dire c'est nous le peuple. Hein? C'est nous qui avons la légitimité à nous autodéterminer. Et donc, en fait, cette idée que vous retrouvez dans Astérix, qui est formidable, quand vous regardez Astérix au 2e degré, c'est la France des 30 Glorieuses. Hein. On est râleurs, mais on est généreux, on résiste à l'impérialisme romain, mais peut-être aussi américain, on n'en sait rien. Mais en même temps, on parcourt le monde, on amène notre bonne humeur, notre jovialité partout dans le monde. C'est un portrait en creux idéal de la France. Et ce qui est fantastique avec les Gaulois, c'est que c'est une figure plastique. C'est-à-dire que selon les périodes ça reflète les mouvements de la société et ça reflète les intérêts politiques du moment. Si bien que là, je prépare un livre sur Vercingétorix. J'ai envie de l'appeler les 9 vies de Vercingétorix comme le chat. Parce qu'en fait, il est passé par toutes les figures. Il est passé de l'ennemi abattu à la victime expiatoire, au résistant, au collabo, au guérillero. Il prend toutes les figures. Et en fait, l'image des Gaulois, elle reflète les changements de notre société. C'est très intéressant. Parce que quand vous dites ça, en fait, vous vous reconnaissez comme ça. Vous voyez quelque chose de vous dans les Gaulois. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à la fois c'est complètement imaginaire, mais à la fois c'est pas complètement imaginaire, ça prend appui sur quelque chose qui est dit. Et je trouve que c'est pour ça que c'est une des choses que je trouve fascinantes dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on pourrait penser au premier abord que l'histoire est finie, qu'elle a été écrite, qu'il y a un nombre de sources relativement limité, que voilà, on sait ce qui s'est passé à peu près. Mais en réalité, c'est comme si c'était un réservoir inépuisable de nouvelles significations. On y puise sans arrêt quelque chose de nouveau.
Oui, je voulais poser la question de la toponymie. Bon, la toponymie celtique est très répandue depuis la République tchèque jusqu'à l'Espagne Oui. et à la Bretagne. Alors, est-ce que ça peut pas être un marqueur géographique d'une civilisation celtique, en mettant des guillemets partout? Oui, ça, on a utilisé ça pour. Oui, en particulier, il y a beaucoup de noms de lieux, en particulier qui ont des noms de lieux gaulois, hein, comme Magos, qui veut dire le champ de foire, ou Dunum, qui veut dire la colline, la forteresse, et qu'on retrouve dans toute l'Europe. C'est une question délicate, en fait, parce que ça fonctionne bien, vous voyez, ça marche assez bien. Quand vous faites la carte de ça correspond à peu près à la carte de la culture dite celtique. Mais quand on commence à regarder les langues, et on voit qu'il y a un décalage. Par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand vous regardez l'Irlande ou l'Écosse, vous avez des langues qui ont un caractère celtique, hein, elles sont voisines. Hein, elles sont voisines aussi des langues bretonnes, non pas parce que les Bretons sont des descendants des Gaulois, c'est parce que les Bretons viennent de populations qui ont immigré des îles britanniques. Hein. On a tendance à croire que c'est parce qu'ils ont une ancestralité gauloise. Non, pas du tout. C'est quelque chose du Haut Moyen-Âge. Hein. C'est la même raison pour laquelle les Alsaciens parlent un dialecte germanique. C'est quelque chose d'assez récent. Mais c'est compliqué, l'histoire des langues. C'est quelque chose qui là encore, il faut utiliser ça avec précaution, en fait. Parce que ça ne reflète pas... Les noms de lieux sont intéressants parce qu'ils sont stables, mais le vocabulaire, par exemple, la façon de parler, ça c'est compliqué. Voilà, je crois. Je vous en prie, je crois que tout le monde a faim. Merci à vous.